Bonjour à tous, c'est Nico de Mindfit Bruxelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on accueille une personne, une personnalité, Monsieur Eissam Hamza, un client que j'ai maintenant depuis, Eissam, combien de temps? 5 ans? Ça fait 5 ans maintenant que je suis avec Nico et que je continue à progresser, à évoluer de jour en jour. Et ben voilà, donc déjà 5 ans et vous allez voir que c'est une personne très inspirante, en tout cas selon moi. C'est pour ça que je l'ai fait venir aujourd'hui pour ce podcast. Vous allez en apprendre un petit peu plus sur lui, sur sa particularité, on peut appeler ça comme ça, je pense, hein, Ouais, on peut appeler ça comme ça. et de ses objectifs. Et vous allez voir qu'il va probablement vous en apprendre pas mal. Voilà. Et Sam, est-ce que tu sais te présenter un petit peu brièvement, juste qui tu es et ce que tu fais? Ouais, bien sûr. Ben voilà, moi c'est Hamza Essam, j'ai 19 ans et ça fait maintenant 5 ans que je côtoie, que je connais Nicolas Genot. Ça fait 5 ans que je pratique de la musculation. C'est devenu une habitude. Magnifique. C'est comme une drogue maintenant, donc c'est d'office. D'office, j'y vais 5 fois par semaine, même plus, parce que quand j'ai pas la dose de sport qu'il faut ou que je dépense pas mon énergie que j'ai en moi, bah je me sens pas bien. Donc du coup, je suis obligé d'aller au moins une fois par semaine au sport, parce que sinon ça n'irait pas. Un grand sportif, quoi. Ouais. Très grand sportif. Ben ouais, ça avait commencé, donc on se connaît déjà maintenant depuis 5 ans, 6 ans. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi parce que c'était mes tout débuts en tant que coach. Et puis Eissam est venu. Eissam, c'était ton père qui est venu également te présenter. Oui, c'est ça. Et, il faut dire une chose, c'est que comme on l'a précisé, Eissam en fait a une petite particularité, c'est une infirmité motrice cérébrale. Donc il s'agit d'une IMC, à ne pas confondre avec l'indice de masse corporelle, justement en termes d'abréviation. Parce que ça n'a rien à voir. Est-ce que tu sais nous en dire un petit peu plus sur cette infirmité motrice cérébrale? Oui, bien sûr. Ben, l'infirmité motrice cérébrale, c'est une maladie que j'ai eue dès ma naissance. En fait, c'est une lésion au niveau du cerveau Mhm. qui a touché, si vous voulez, une- la partie musculaire de mes membres inférieurs, donc c'est-à-dire tout ce qui touche à mes jambes. Ouais. Et en fait, pour cette maladie, si je fais pas de kiné et de sport un petit peu pour essayer de garder la tonicité Musculaire, hein, la musculaire tonicité de tes muscles. qu'il faut pour les faire un maximum bouger, bah, à ce moment-là, j'aurai des douleurs un peu partout et enfin, j'ai mes muscles qui vont commencer à devenir raides et à devenir durs, si vous voulez. Donc je dois un peu faire du sport et les faire bouger pour essayer de garder un maximum de souplesse Et de mouvement, et un maximum, ouais, je c'est dois faire ça? du mouvement et Mhm. je dois essayer de garder un maximum de souplesse et c'est ce qui va me permettre de rester en bonne forme et de rester debout comme je suis actuellement. Et c'est ça qui est assez intéressant parce que de toute façon, que ça soit IMC ou pas, donc infirmité motrice cérébrale ou pas, on en revient souvent c'est pas un jugement, mais au même avis général, c'est que ce qui est important, c'est de ne pas sombrer dans de la sédentarité, mais de continuer à bouger quoi qu'il arrive. Et surtout dans ce cas de figure-ci avec Eissam. Ça n'a pas été facile, je me rappelle, parce que Je pense que si j'ai un bon souvenir, quand j'ai commencé avec toi, tu avais 23 ans. non, j'étais même plus jeune. J'étais même plus jeune. T'étais même plus jeune et J'avais je me 20, souviens, 20 ou 21, un truc comme ça. je me souviens qu'une fois tu m'as dit, enfin t'avais expliqué à un de tes, comment on appelle ça? De mes élèves? Un de tes stagiaires que tu Ouais, as maintenant, t'avais dit, oui on m'a mis Aïssam dans les mains alors que j'avais 23 ou 22 ans, je ne sais plus. Et parfois je me suis retrouvé dans des situations où je savais pas quoi faire, donc j'étais un peu bloqué. absolument. Absolument. En fait, c'est ça qui était très particulier, c'est que ça a été une grosse zone d'apprentissage parce que si on se rappelle bien, euh, il y a des moments où je me dis, là, je suis complètement bloqué, il faut que j'accompagne Issam chez son ostéo, que je prenne des renseignements sur les fiches en kinésithérapie, que j'ai été voir des professionnels parce que je n'avais pas les connaissances suffisamment approfondies pour continuer à aider Issam à progresser ou performer. Donc on avait eu des visites notamment chez ton ostéopathe. Oui, chez mon ostéopathe. Donc il m'avait donné deux, trois tips aussi pour continuer à progresser.
Il y a les kinés, je m'étais renseigné déjà chez plusieurs amis kinés qui me disent il faudrait essayer ça, faudrait essayer ça. Puis il y a eu de la créativité derrière, notamment sur la marche inversée sur Oui, les... je pense que c'était pour les issues, hein. Ouais, voilà, c'est ça, C'était donc pour du stretching dynamique. essayer d'étirer un maximum les ischios parce que je le rappelle, comme j'ai un problème de un problème musculaire au niveau des jambes, c'est la partie où il faut le plus faire de stretching et le plus étirer le plus possible, enfin le plus possible étirer Ouais, c'est ça. cette partie en fait. Bah, en ce qui te concerne, toi, c'est la chaîne postérieure, clairement, au niveau Ouais, des c'est membres ça. inférieurs. Et est-ce que on peut dire que, enfin, jusqu'à quel degré, du moins, est-ce que cette infirmité motrice t'handicape dans la vie de tous les jours, si tu estimes qu'elle te handicape? Bah maintenant il y a eu le le moment où je me suis fait opérer, ça fait maintenant 5 ans. Ouais, tout à fait. Mais on n'a pas encore parlé de ça. Mais bon, je me suis fait encore opérer maintenant il y a 5 ans. Et c'est vrai avant ça, c'est une maladie qui m'handicapait vraiment parce que j'étais, si vous voulez, plié en deux. Parce que à force d'avoir mes muscles qui tiraient dans tous les sens, au niveau des ischios et au niveau du quadriceps, j'ai fini par avoir les rotules et les rotules et les tendons rotuliens qui ont commencé à tirer au maximum. Mhm. Et à cause de ça, j'ai eu les rotules qui ont commencé à monter. Donc mes rotules, ils ont fini par bouger. Ils sont pas restés à leur place. Et du coup, j'ai dû faire une opération maintenant de ça il y a 5 ans. euh, qui a fait que on a dû ouvrir mes deux genoux, déplacer mes deux rotules, les remettre à leur place initiale. Donc ils étaient un peu montés trop haut et donc on les a redescendus. Et maintenant c'est ce qui m'a permis de pouvoir refaire du sport et de pouvoir me remettre en forme. Mais sinon avant ça c'était vraiment handicapant parce que je marchais même pas une demi-heure et je savais même pas marcher plus en fait. Je marchais une demi-heure et je devais m'asseoir. Maintenant, depuis que je me suis fait opérer, voilà, tout va bien. Il y a une amélioration au niveau de la marche. Je peux marcher plus longtemps, je peux courir, je peux faire plein de choses. Et maintenant, si on me demande, euh, est-ce que tu préférerais te faire opérer ou rester comme avant, je dis tout de suite me faire opérer parce que Mhm. j'ai vu tout de suite la différence que ça m'a apporté dans ma vie de tous les jours. Maintenant, si tu me demandes si mon handicap me dérange, je te dis non, ça me dérange. En fait, j'ai même plus l'impression que j'ai un handicap, c'est vrai, mais je fais même plus attention parce que je fais tellement de choses que on dirait pas que je suis handicapé en fait. Ouais, c'est Et vrai. il y a pas de, je me fixe pas de limite en fait, et j'essaie d'aller chercher le plus haut possible et le plus objectif possible. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, parce que c'est assez inspirant, moi je me rappelle effectivement qu'on a dû passer par des phases un petit peu particulières, notamment pour étirer de manière dynamique tes ischios. On s'était concerté avec ton ostéopathe, enfin, moi j'avais pris des conseils aussi de kinésithérapeute pour continuer à m'améliorer dans mon travail de coach. Il y avait eu de la marche inversée sur le tapis roulant avec une légère inclinaison pour aller justement frotter sur le talon. Oui, On je me s'en souviens. rappelle de ces On exercices s'en un petit rappelle. peu spéciaux. C'était Euh, des exercices qui étaient assez chiants, mais finalement ça a fini par payer. Il y a eu également donc forcément des exercices. On a fait un moment du travail isométrique sur ton psoas. Oui. Ouais, ça aussi, ça a été assez pénible. Ouais, mais après quand on voit ce que ça, à- où j'en suis aujourd'hui, Mais, ouais, mais par contre, sans hésiter, je recommence s'il faut, tu vois. ouais, c'est vrai. Ben, d'ailleurs, on doit continuer à bosser dessus et maintenir le cap. Ouais, Mais maintenir maintenant, le résultat, c'est vrai que. il y avait aussi par rapport à à cette opération, ce que tu disais par rapport à tes rotules, il y avait aussi des exercices qui étaient interdits, Oui, pendant un moment et en tout cas. ils sont toujours interdits. En Mhm. fait, c'était, par exemple, C'était le, auparavant, c'était je sais pas comment dire en français, le leg extension. le leg extension. Bon, Ça, c'est le spécial franglais, ça. c'était la machine pour muscler les quadriceps avec laquelle Oui, l'extension de la jambe, hein, tout ouais, simplement. l'extension de la jambe où tu Et montais du genou. un petit peu avec le genou et
qui va te permettre en fait de muscler cette partie ici qui est tout le quadriceps. Mhm. C'est une machine qui a fini par être interdite parce que en fait, à force de muscler la partie du quadriceps qui est ici, en fait ici t'as les tendons qui sont qui maintiennent la rotule, si je me trompe pas, c'est ça. Mhm. Et si je continue à les bosser, c'est ça, en fait ça va faire que tirer, ça va la tension va revenir et c'est ce qui va faire remonter les rotules. Et ça c'était pas trop bon pour moi puisque je me venais de me faire opérer justement des genoux et que le principe de l'opération c'était justement de les avoir remis à leur place. Bah, du coup c'était une machine que j'ai aimé au départ. J'aime bien les quadriceps, j'aime bien les muscler, mais après les avoir fait pendant quelques temps, ben, j'ai senti quelques douleurs et c'est là où je me suis dit il faut arrêter parce que sinon bah, ça va s'empirer. Et du coup, voilà, je fais plus la machine à quadriceps qui est le leg extension, mais je fais d'autres exercices au poids du corps, mais pas le même mouvement. Donc je Ouais. fais les squats, je fais quoi les squats, les fentes un petit peu, quoi d'autre? Les squats, les fentes un petit peu Il y avait pas mal de travaux d'équilibre aussi, il y avait notamment pas avec mal de le travaux TRX et le d'équilibre Togu ou exactement. le Bosu. Et après voilà, il y a toujours une alternative pour l'exercice au poids du corps. Il y en a tellement, il y a toute une liste que je n'arriverai pas Bah, que tu travailles à déjà les citer. spécifiquement en fait avec ton kiné aussi, hein. Je veux dire, quand tu vas chez le kiné, on mettra de toute façon Ah des oui, images à l'écran pour voir un petit peu ce que tu fais quand tu vas dans ton centre de kinésithérapie. Mais ton kiné travaillait déjà sur ton fléchisseur de hanche, il travaillait un petit peu sur les oui, c'est quadriceps ça. aussi, Il mais de travaille avec manière ciblée. les quadriceps, avec l'élastique. Mhm. Donc c'est simplement en mettant l'élastique ici et Ouais. en essayant de garder un maximum les genoux à l'extérieur pour Enfin, il faire travaillait les jambes en tout cas. Si c'était pas les les squats, quadriceps, en tout cas c'était les les jambes, ouais. squats et en travaillant les jambes comme ceci. Mais voilà, après, les machines aussi, c'est pas trop bon à la base. Donc voilà, j'ai décidé de passer aux exercices Plus, plus, plus fonctionnel, on plus dirait. fonctionnels. Mais Voilà, après, exactement. voilà, fonctionnel, on sait très bien tout ce que ça veut dire. De toute façon, le muscle, moi, c'est ça que j'explique, que ce soit sur machine ou sur poids libre ou sur travail de suspension Il ou quoi finit, que ce soit, ça reste un mouvement fonctionnel. Quand vous faites du curl biceps, c'est fonctionnel. Mais et c'est on le terme regarde, général qu'on emploie ici. quand on regarde, il finit quand même par se développer. Donc ça revient à la même chose. Sauf que, voilà, j'utilise plus les machines pour les gens. En fait, on réalise un travail spécifique en fonction de toi, ce qui est en fait quelque part normal, hein, en tant Voilà, que c'est normal. coach, que Après, kiné, que ostéo. Et Sam, on a parlé un petit peu de tout ça, oui. et c'est assez enrichissant. Maintenant, est-ce que tu as des objectifs aussi, là maintenant à venir? Ouais, À court terme, à moyen terme, à long terme? On va commencer par le court terme peut-être. euh, à court terme, j'avais un objectif de street lifting. C'était de pouvoir faire ma première compétition en street lifting qui normalement devrait pas tarder à arriver. Alors je te coupe 2 petites minutes pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le street lifting. Il y a une vidéo qui sera disponible ou qui est peut-être déjà disponible, on va voir en fonction du vidéaste par rapport à ce qu'on fait ici, sur ce qu'est le street lifting. Mais pour résumer brièvement la chose, c'est 4 mouvements un petit peu, on pourrait parler de dérivés du powerlifting, où on retrouve le fait de devoir porter le dips le plus lourd possible, le squat le plus lourd possible, le muscle-up le plus lourd possible et le chin-up ou le pull-up en fonction de certaines fédérations le plus lourd possible. Ces ordres-là ne sont peut-être pas les ordres corrects dans lesquels je les ai donnés, mais comme ça vous avez une idée un petit peu de ce que ça représente comme discipline. Excuse-moi Issam, voilà, on peut Ah, reprendre. Ok, et donc on en était au street lifting. Donc ouais, ton objectif c'est le street lifting, en tout cas à l'heure actuelle, faire une compétition pour le mois de février, oui, c'est ça? c'est ça. Mais il y a avant de réaliser, parce que pour moi c'est déjà presque du moyen terme,
avant de réaliser une compétition de street lifting, est-ce qu'il n'y a pas des mouvements que tu devrais déjà apprendre à maîtriser un petit peu? Il m'en reste juste un. Ok. C'était le muscle up, Ouais. qui est un mouvement très technique, déjà à la base, et qui vient du street workout. Donc, street workout, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est tous les mouvements à la barre, mais sans le poids, par rapport au street lifting, qui lui est tout le temps, comment on l'appelle, tout le Non. temps avec des charges. En fait, voilà, c'est ça. C'est que pour pas confondre, parce qu'il y a des professionnels du monde du street workout, calisthenics. Donc, pour bien faire une distinction, à moins de dire des bêtises, de toute façon, il y a des personnes qui sont plus qualifiées que ma chaîne pour le préciser. Mais il y a du set and reps, donc plus ou moins ce que Issa m'a dit. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est principalement voir que du poids de corps avec certains mouvements différents. Il y a le street lifting. Et il y a, comment on appelle ça, le freestyle, donc, où c'est vraiment des démonstrations de figures assez exceptionnelles. Et parfois tu te demandes comment ils font ça, mais après quand tu regardes au niveau des mouvements, c'est que de la technique. Mais une fois que tu as cette technique-là, c'est bon. Mais après, voilà, toi, ce que tu veux, c'est vraiment t'attarder déjà sur le street lifting. C'est ça. Et pour maîtriser déjà le street lifting, donc il faut que ça soit chargé, mais il faut aussi que ça soit un muscle-up strict. Et à la barre. Et à la barre. Voilà, pas aux anneaux. Ça, c'est déjà une première partie. En fait, en gros, il me reste juste ce mouvement-là à apprendre, puisque le back squat, pour moi, est interdit. Mhm. Parce que, pour la simple bonne raison, comme je l'expliquais auparavant, juste avant ça, tout ce qui est machine, mouvement de squat, n'importe quoi avec les genoux, je peux pas les charger si Ouais, vous voulez. c'est ça. Donc c'est ça en gros. Je peux pas avoir de charge. Le squat en lui-même, je peux le faire sans souci, mais si je dois rajouter une charge, je ne peux pas. Par contre, pour les tractions et les dips, ça y a pas de souci. Ça, d'ailleurs, j'en ai déjà. J'ai déjà fait. Ah bah justement, tu sais quoi, on va y venir un petit peu là maintenant, à cet instant précis. C'est quoi tes performances sur les dips et les tractions? Alors, mes performances sur le dips, d'abord, je vais commencer par ça parce que ça a été assez récent. Ouais. J'ai eu un dips là, il y a pas très longtemps, à 32,5 kilos. Mhm. Et j'ai des tractions à... On mettra la vidéo d'ailleurs, hein, on mettra la vidéo ici en podcast oui. à l'écran. Oui, bien sûr. Et j'ai eu une traction à 32 kilos, donc ça ne fait que monter, c'est positif, ça motive. C'était en prise supination ou pronation ta traction? En supination, c'était Supination, c'est comme ceci, paume des mains vers le haut. Supination, Ouais. c'était 32 kilos. Ok. Mais pronation, c'est-à-dire comme ceci, Mhm. parce qu'il ne faut pas confondre les deux, c'était 24 kilos. Mais il faut savoir que pronation, il faut déjà avoir un dos assez solide. Et Ouais. quand vous avez en plus une charge qui est entre vos jambes, c'est d'autant plus compliqué que à vide. Forcément. Et ton poids de corps, en fait, parce que dans tous les sports de force, il faut savoir, alors attends deux petites secondes, c'est qu'on est souvent en comparaison, parce que c'est notamment un des posts que j'avais fait il y a quelques temps, et qui avait suscité de l'intérêt, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont surprises, en fait, quand ils voient quelqu'un qui tire 70, 80, 90 kilos sur une traction, ou 150 sur un dips, bien que ça soit quand même exceptionnel, on va pas se mentir à ce niveau-là, surtout sur un athlète dit naturel, plutôt que chargé, mais il y a toujours force absolue et force relative. Force absolue, c'est celui qui porte le plus lourd possible sans prêter attention aux autres facteurs. Force relative, relatif au poids de corps. Et pour moi, ce sera toujours plus impressionnant une personne qui soulève par exemple sur un back squat 125 kg à 59 kg de poids de corps. On sait peut-être de qui je parle. Il y a un athlète en kettlebell sport qui le fait et que je trouve vraiment très fort aussi, qu'une personne qui fait 95 kg de poids de corps et qui soulève 170 kg au back squat. Voilà, donc il y a deux poids, deux mesures. Regardez un petit peu le différentiel qu'il y a. C'est vrai que ça reste impressionnant quand tu vois une personne qui fait 59 kg, entre 59 et 58 kg, qui te fait un back squat à 125, 130, alors que 130 kg, alors que une personne qui fait 170 avec 93 kg,
ça fait toute une Ça différence. fait toute une différence. La personne soulève plus que la moitié de son poids de corps, chose qui n'est Il qui n'est pas faut pas réelle. oublier que les athlètes qui sont en street lifting et qui font 58 ou 59 kilos ne sont pas du tout chargés comparé à d'autres athlètes qui sont dans d'autres domaines et qui sont complètement chargés. Après ça, on sait pas. Ça, on sait pas. On Après, sait... ça, on sait pas, Mais, moi, je pense que mais c'est en tout cas une discipline qui est en pleine évolution. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de standards, parce que forcément, il y a moins d'argent pour le moment dans les fédérations. Après, vu que ça évolue bien, j'espère en tout cas qu'à terme, on saura mettre toutes les mesures disponibles pour ça. Mais en tout cas, pour en revenir à... Mais par contre, pour ton poids de corps, actuellement, tu pèses combien? 52 kilos. 52 kilos. Ok, ben, c'est pas trop mal, mais il y a encore de l'évolution, quoi. Certaines personnes vont dire que je suis très léger, mais déjà pour tirer en traction 32 kilos, faut quand même y aller. Parce que quand tu fais 52 kilos et que tu tires déjà 32 kilos, c'est quand même une charge qui est assez lourde. Et puis, il ne faut pas oublier que, ben voilà, avec ton IMC ici, travailler les jambes est plus compliqué Ouais, que c'est si ça, tu ne c'est le mets ça. pas, forcément. C'est d'autant plus compliqué. En fait, quand on va me voir ici les personnes qui me voient comme ça, ils me disent, ouais, tes jambes ne sont pas forcément musclées. Mais en fait, quand on regarde, à force de faire des exercices chez le kiné et tout ça, bah, en fait, mes jambes finissent par se muscler, mais ils ont pas la masse corporelle comme une personne qui n'a pas de problème physique. Donc, Mhm. j'ai du muscle, mais mes jambes sont très fortes en termes musculaires, mais ça se voit pas. En fait, parce que quand on regarde, j'ai les jambes qui sont toutes minces. En fait, j'ai juste pas de masse comparé à une personne qui... Mais de toute façon, quelque part, comme on a dit précédemment, tu peux pas les muscler allez, comment dire, parce que c'est pas évident comme terme, mais tu peux pas faire de l'hypertrophie fonctionnelle ou de Ouais, c'est ça. l'hypertrophie traditionnelle comme un pratiquant qui n'a pas de particularité comme tu en as. Donc, il faut trouver des solutions alternatives pour continuer à progresser, mais forcément, si on est déjà un petit peu plus limité que de base, je veux dire, c'est pas par fainéantise. Si tu pouvais squatter, je suis sûr que tu le ferais. Oui, tout à fait. Et en plus, faut pas oublier que une personne qui n'a pas de problème physique, comme Monsieur Nico ici, Ouais, ça reste Monsieur encore Nico, à voir, parce non, qu'il y a comme des Monsieur- blessures parfois qui surviennent. comme Monsieur Magnifique ici, qui n'a pas de problème physique, quand une personne comme ça est petite, c'est-à-dire que tu viens de naître, tout ça, et que tu grandis, ben, tes muscles vont se muscler automatiquement, sans rien faire. C'est-à-dire que la masse va commencer par venir seule, à force de manger, à force de faire des exercices avec des jambes. Avec tes jambes, t'auras déjà une masse qui sera déjà présente de base. Et tandis que moi, ce qui va faire la différence avec ma maladie, c'est que moi je dois les muscler moi-même pour avoir pour avoir un minimum de force. C'est-à-dire que puisque ma maladie c'est une maladie musculaire, si je muscle pas mes jambes, ils vont pas avoir une masse de base. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Ouais. Nico. Ben, je pense on a plus ou moins compris le message, hein. Tu le fais passer de la meilleure manière possible. Maintenant, pour changer un petit peu le sujet, parce qu'on a parlé à court terme et moyen terme, sur le développement du muscle-up, sur la compétition à venir, que tu avais vraiment envie de faire une compétition, mais à long terme, est-ce que tu as une envie particulière dans le monde du sport? Est-ce que tu as une perspective, même si tu penses déjà à quelque chose en termes professionnels, si tu as envie de rester dans le monde du sport ou si tu te diriges vers quelque chose de différent? Après, pour le long terme, j'avais des objectifs qui étaient, par exemple, de rentrer à l'armée pour travailler dans tout ce qui est bureau administratif et Mhm. tout ce qui s'ensuit. Pour après, peut-être, pourquoi pas intégrer l'équipe nationale de handisport belge et pourquoi pas faire les Jeux olympiques, enfin les Jeux olympiques en paralympique. Donc ce serait peut-être un objectif. Et Mais dans quelle discipline?
dans quelle discipline j'avais pensé la discipline de l'aviron. Mais Ah maintenant, oui, t'aimes bien. mais- Ça, c'est un sport que t'aimes aussi, quoi, le rameur et maintenant, l'aviron. maintenant, je terminerai mes études dans pas très longtemps. Mhm. Et en fait, j'aimerais rester dans le domaine du sport. Donc, ce serait bien de trouver un travail pour moi, pour quelqu'un qui a un problème physique et qui veut rester dans le monde du sport. D'avoir un travail et d'avoir à côté de ça toujours une partie où on peut faire du sport pour un but, pour atteindre un but. Et moi si je pourrais avoir ça comme travail où je combine entre sport et travail, c'est magnifique. Ouais. Parce que le sport, ça reste on va dire une Une- drogue. Une école de vie. C'est-à-dire, c'est l'école de vie, le sport, c'est la discipline, c'est le respect. Euh, et donc, je me vois pas travailler dans un bureau, par exemple, et, et ne pas avoir du sport Sur le sur le côté côté ou ou quelque chose comme ça. ou en lien. C'est-à-dire que si par exemple, j'ai mon travail qui sera, par exemple, de rester assis tous les jours dans un bureau et ne pas avoir de sport, par exemple, euh, on va dire, après ça, dans les heures après, ben, Ce serait problématique là, pour c'est toi, quoi. problématique parce que, en même temps, j'ai le nerf qui vient tout seul et j'ai envie de tout casser. De donner à fond. C'est-à-dire que mon énergie, j'ai une énergie tellement forte qui est en moi que je dois la dépenser. C'est pas possible. Je sais pas si on se souvient l'entraînement Ouais, qu'on a fait dernièrement. On a fait que le muscle up. c'était beaucoup de travail technique. Beaucoup de travail technique. Donc mon énergie, j'ai fini par ne pas la dépenser. Et ça m'a posé problème parce que le lendemain, je devais aller à l'entraînement. Parce que j'avais boxe normalement parce que je boxe aussi, mais ça s'est pas fait. Donc voilà. Après je suis resté là, mais j'ai trop d'énergie et je savais pas quoi faire. Et du coup ça m'a énervé. Mais c'est pas grave, je garde ça pour tout à l'heure ou demain soir. Et le podcast touche tout doucement à sa fin. Et Sam, si tu avais une phrase de fin à nous dire, ça serait quoi? Si moi je peux, toi tu peux certainement plus. N'oublie jamais ça. Euh, c'est pour rendre hommage en même temps à Crossflow qui nous a quittés il y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, Il y a pas très effectivement. longtemps de ça. Et c'est une phrase qui, je sais pas si tu nous regardes, mais c'est une phrase qui m'est restée dans la mémoire, qui me restera à jamais dans la mémoire. Et donc, si toi tu as un objectif, n'oublie jamais cette phrase-là, elle va beaucoup t'aider. Ben, écoute, merci beaucoup, Aysam. Je suis assez admiratif de tout ce que tu as dit. Et ben, on se donne rendez-vous pour la prochaine. Aysam, tu veux faire l'outro? C'est quoi, dis-moi L'outro, tu dis, Nous suivre sur les réseaux. voilà, vous voulez nous suivre sur les réseaux, ça se passe sur mindfitbxl.com. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner À la chaîne YouTube. à la chaîne YouTube et à suivre MindFitBXL sur les réseaux, soit Instagram, Facebook. Vous pouvez trouver ces coachings en ligne sur mindfitbxl.com qui est son site. Voilà. Ouais. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Le lien s'affichera, ou le nom s'affichera juste en bas. C'est Hamza Aysam17. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à venir me suivre ou à liker mes vidéos. Parfait. Tu dis à bientôt ou un truc comme ça. À bientôt, à la prochaine. J'espère qu'on se reverra bientôt. Tu veux faire le bifit À bientôt, ciao, salut Tu veux à faire la le bif voiture, que le diable t'emporte à 300. Quand ils me voient, ils disent que c'est peut-être difficile pour moi, mais des fois, j'ai un peu mal à mes jambes, mais j'arrive quand même à marcher comme ça et ça me dérange pas. Ça me fait pas mal. On est où là?
laboratoire d'analyse de marche. Donc le labo a 20 ans d'existence, on l'a créé en 1994 et il a été créé au départ pour mieux répondre à la demande des chirurgiens orthopédistes qui voulaient qu'on les aide à mieux guider le choix thérapeutique chez les enfants infirmes moteurs cérébraux, comme le petit Assam qu'on a vu tout à l'heure. Les laboratoires, il faut dire, ont permis que la chirurgie orthopédique évolue pour l'enfant spastique. Et donc, on l'utilise toujours, comme pour le petit Assam, pour mieux guider le choix thérapeutique, quel muscle doit être allongé, transféré, est-ce qu'il faut une chirurgie de dérotation, etc. Ça, c'est le but clinique. On a découvert le labo via l'école. Et maintenant, je pense que ça fait 5 ans ou 6 ans qu'il est revu annuellement ici. Il y a des prises en charge qui sont faites. On est convoqué chaque année pour une journée complète de bilan. Et on est super content d'avoir eu affaire à des gens très qualifiés, très professionnels et qui nous expliquent un peu quelles sont les prochaines étapes dans la vie et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir améliorer sa marche. Ça lui apporte beaucoup d'assurance, beaucoup de défis à relever, en se disant que maintenant il faudrait faire ceci comme cela, faire plus de choses comme ceci et essayer des nouvelles méthodes, car chaque jour on apprend des nouvelles méthodes, des nouvelles fonctionnalités ou des nouvelles prothèses qui peuvent l'aider au maximum. Pour moi, un rêve, c'est savoir marcher comme les autres et de pouvoir marcher dans la rue sans que les autres ils me regardent. Ici, quand vous tournez, vous voyez qu'il y a du matériel qui est déjà vieillissant. Le tapis roulant, il a plus de 15 ans. Il ne va pas durer éternellement. Il faut trouver des fonds pour renouveler le matériel déjà, acquérir peut-être aussi du nouveau matériel plus innovant, rester à la pointe. Et aussi, il ne faut pas oublier, c'est avoir et ce qu'il est devenu. Et donc, trouver des fonds pour les engager, ça reste quelque chose de très